Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, la critique de Independence Day Résurgence, un film sorti en 2016 réalisé par Roland Emmerich. C'est un film avec Jeff Goldblum, Bill Pullman, Liam Hemsworth, mais encore plein d'autres gens, tout un bataillon d'acteurs pour nous présenter plein de personnages dans une production qui a coûté 165 millions de dollars. Il en a rapporté pour l'instant environ 350. Il n'a pas eu de très bonnes critiques, le film n'a pas eu de projection de presse, ça pouvait annoncer la couleur, j'ai envie de dire. Il dure 2 heures environ et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2 heures? Eh bien, ce sont les aliens que nous avions vus dans le premier volet qui ne sont pas contents et qui ont repéré une balise de détresse de l'ancienne invasion qui a été stoppée. Ils décident de revenir avec un vaisseau encore plus grand et les humains vont devoir tenter l'impossible pour défaire leurs adversaires venus de l'espace. Eh bien, écoutez, c'était pas si mal parce qu'au vu des critiques, on pouvait vraiment s'attendre à un très mauvais film, mais franchement, ça va, c'est sympathique à regarder. Je me souviens d'une critique qui était la critique de IGN, alors c'était une citation critique que j'avais trouvée. Un film stupide, lourdingue de grands spectacles avec un cœur. Independence Day 2 est un antidote rafraîchissant au sérieux et à la noirceur qui ont présidé à la science-fiction de ces dernières années. Je suis assez d'accord, c'est rafraîchissant et surtout c'est marrant. Mais ce n'est pas marrant, on ne rit pas du film, on rit avec le film. Dans cette critique, c'est toujours une critique d'appréciance, c'est difficile d'émettre un avis clair sur le film. Je vous propose plutôt une série d'interrogations que je me suis posées avant d'aller voir le film et auxquelles je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Je ne parlerai pas de tout, je précise tout de suite, c'est une façon de me couvrir, mais des fois j'oublie des choses et je ne parlerai probablement pas de tous les personnages ou de certaines portions de l'histoire. Bien que je vais quand même narrer des choses importantes du récit, parce que oui, il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées dans la bande-annonce. C'est toujours un petit peu comme ça, dans les sorties récentes. Alors, nous allons nous plonger dans ce film-là. Alors déjà, dès le titre, ça pouvait annoncer le truc un peu pourri, avec le petit sous-titre générique en dessous, Résurgence. Hein, vous voyez comme les trucs Requiem, Rises, ou Returns, ou des trucs comme ça annonce jamais de très bonnes choses. Le film nous présente un contexte de base, avec une défense terrienne qui a su apprendre de la technologie alien qu'ils ont pu dépouiller, et maintenant ils ont des vaisseaux qui font des va-et-vient entre la Lune et la Terre très facilement. Ils ont un contexte d'après 1996 avec des personnages que nous connaissions du film avant qui ont évolué, qui ont eu de nouvelles aventures. Il y a le père de David qui fait signer son livre Comment mon fils a sauvé le monde dans des maisons de retraite. Où on a bien sûr David qui est un peu le chef scientifique de la nouvelle organisation qui est censée protéger la Terre, ou en tout cas répondre à des questionnements existentiels sur la technologie extraterrestre. Et on a aussi, dans une autre portion du globe, en Afrique, bien un vaisseau alien du premier, mais qui s'était posé et qui a commencé à affronter les humains au sol. Et on nous parle d'un chef de guerre qui a affronté les aliens en passant derrière eux, en étant caché, camouflé. Voilà, comme il dit régulièrement dans le film, il faut les tuer par derrière. Voilà, avec des grosses machettes. Enfin bon, je trouvais que c'est plutôt pas mal de nous montrer que il y a aussi des gens qui ont vécu la guerre différemment que les Américains. Ça, c'est bien de nous l'avoir montré. Alors, le monde a évolué, mais en fait, pas tant que ça. Parce que l'introduction des personnages africains, finalement, mis à part avoir créé des armes pour eux, ils se battent toujours avec la machette, ils ont toujours des lotissements tout pourris, et en gros, ça n'a pas changé des masses de leur côté. Je trouve ça un petit peu dommage, surtout mais ils n'ont pas eu à chercher dans des décombres. Ils avaient directement la technologie alien à leurs pieds, ils auraient pu carrément créer une ville à l'intérieur du vaisseau alien. Bon, voilà, ça n'a pas vraiment évolué dans la modernité, alors qu'on montre les Américains avec des vaisseaux, la Maison Blanche qui est reconstruite, voilà, plein de nouvelles choses, une base spatiale sur la Lune avec un énorme laser qu'ils essayent de placer au début du film pour nous dire attention, on a une arme de 500 milliards de dollars sur la Lune, on peut péter n'importe quoi, enfin voilà. Et au début du film, on nous place aussi bien sûr tous ces personnages. Alors, il y a énormément de personnages et donc des petites scènes pour les lier. À certains
certains moments, quand on se rapproche de la menace, le liant devient un petit peu moins évident. Au début, c'est plutôt bien narré, on sent qu'il y a une fluidité dans les scènes, et ce qui est bien, c'est qu'on nous présente toujours un jeune, c'est-à-dire quelqu'un qu'on n'avait pas vu, par rapport au vieux, façon de parler. On nous fait toujours un petit va-et-vient pour nous rappeler que voilà, il y a quand même une jeune génération et une ancienne génération. Et quand la menace commence à apparaître, eh bien on se rend compte en fait qu'ils n'ont pas narré tous les personnages, donc on a des fois des bribes comme ça qui arrivent. Je pense particulièrement à la scène du père de David qui, je trouve, n'a rien à faire là où elle est placée dans le film. Je trouve qu'à ce moment-là, on aurait dû avoir quelque chose de l'ordre de l'urgence, et à la place, on a carrément l'inverse. Des petits vieux qui prennent leur temps et tout ça, et on en reviendra à cette notion de contraste dans le film, mais on sent qu'il y a vraiment une envie de narrer plein de choses dans ce film-là. C'est toujours un peu la promesse des suites, c'est faire plus, narrer plus, avoir plus de personnages, bigger, ailleurs. Voilà, cette idée de vouloir toujours plus, là, on l'a complètement. On l'a jusqu'à carrément une incarnation du leadership alien. Ce qu'on nous présentait dans le premier film, c'est la télépathie, donc ils communiquent entre eux par la pensée. On peut penser à un esprit collectif, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment de leader. Bien, en fait, on nous montre qu'ils ont une sorte de leader, c'est une reine. Alors bon, la classique, la reine, elle est plus grande, elle a un droit à un traitement de faveur, elle a un vaisseau à elle, voilà, et bien sûr elle est gigantesque, donc ça fait un peu Kaiju movie à la fin du film. Elle arrive comme ça en combinaison, en énorme combinaison avec des gros lasers, enfin c'est un peu farfelu. Mais je trouve que, bon, on a déjà vu cette idée de reine, bien sûr, dans Aliens de Cameron, cette idée qui est toujours comme une menthe religieuse qui domine les mâles. Je trouvais que c'était un peu lourdingue, mais le film se défend de cet argument en disant qu'il y a plusieurs reines récolteuses. On veut montrer quelque chose de plus ample, de plus large, cette fois-ci. De plus ample, de plus large, mais il y a aussi quelque chose qui tient du renfermé. C'est vraiment un petit peu la dynamique en termes de narration géopolitique. C'est beaucoup plus concentré sur l'organisme de défense. La majorité des personnages sont liés au gouvernement ou à cette organisation. Ce n'est plus dispersé dans les différentes parties du pays, dans les classes sociales différentes, comme ça a été dans le premier. Ici, on est toujours lié de près ou de loin à l'organisation de cette société de défense ou au gouvernement. Donc ça, c'est sûr que c'est plus renfermé que suivre une danseuse exotique, un fermier ou des choses comme ça, ce qui était vraiment le cas dans le premier. Ici, on se renferme, mais en même temps, on est dispersé spatialement. C'est-à-dire qu'on est sur Terre, on est dans la zone 51, on est à la Maison Blanche, on est sur la Lune, on est en Afrique. Donc ces personnages liés à cette organisation sont dispersés partout dans le globe. Donc voilà, il y a cette idée de renfermement sur les endroits clés, et en même temps de dispersion et d'ampleur, puisqu'on va carrément dans l'espace. Donc la dynamique est intéressante, elle est différente que dans le premier, mais elle est plutôt intéressante à ce niveau-là. J'entends par intéressante, parce que des fois il faut supprimer ce mot intéressante et essayer d'y trouver vraiment une vraie valeur. Quand je dis intéressante, c'est qu'elle permet de se placer autrement que le premier, du coup d'échapper un petit peu à ce cliché de c'est une copie du premier. Non, voilà, Roland Emmerich essayait de trouver une dynamique différente pour narrer ses personnages. Le problème dans ce film-là, c'est que on tente de lier un suspense avec des mystérieuses inscriptions. Mais en fait, ces inscriptions, on s'en fout, parce que c'est plus une espèce de boutade, mais c'est un espèce d'indice lourdingue, mais qui est très vite balayé, parce qu'on n'arrive pas à trouver vraiment liant le spectateur. À un moment, on nous le dit, parce qu'il faut bien balancer l'info, mais c'est vraiment inutile. On montre qu'il y a des symboles dont rêve, par exemple, le président. Les gens qui ont été en contact avec un alien, on arrive très rapidement du coup à la nouvelle rencontre, hein. Et le mystère qu'on nous tease pendant tout le premier film, eh bien ici il est expédié, il n'existe pas. On a juste le président qui flippe parce qu'il sent que les aliens vont revenir, mais c'est très vite balayé, et le vaisseau alien, après avoir présenté tous ses personnages, arrive très vite. L'aspect imposant et menaçant a tendance à être un petit peu réduit, et l'aspect d'urgence est aussi réduit, parce que dès qu'il arrive,
il fout déjà une pagaille sur Terre monumentale, alors que dans le premier, les vaisseaux arrivent dans la ville et on a au moins une bonne quinzaine de minutes avant qu'il y ait une attaque, une réelle attaque. C'est-à-dire qu'ils s'installent partout sur le globe, les humains se posent la question, il va y avoir une tentative de rentrer en contact avec ces aliens et après un sentiment d'urgence quand les aliens vont commencer à activer leurs armes et que David a trouvé le compte à rebours. Et bien ici, les aliens arrivent, ils se posent sur Terre, ils détruisent tout et voilà. Donc c'est plus radical, parce que de même que pour les aliens, quand ils arrivaient sur Terre, il y avait une phase d'apprentissage. Comment réagissent les humains, quels sont leurs types d'armement, même s'ils sont primitifs, il y avait une phase d'observation avant une véritable attaque. Alors qu'ici, les aliens savent que les humains les ont battus. C'est direct, alors les aliens, ils y vont direct. Donc, à la limite, dans ce cas-là, on peut comprendre que le film rush vers la destruction des différentes villes. La deuxième question, c'est est-ce que ça a de l'énergie ? Parce que le premier a beaucoup d'énergie, c'est lié par le montage, les personnages, la narration visuelle. Alors ici, je trouve que ça a quand même un petit peu moins d'énergie parce que les personnages sont quand même moins charismatiques, ça joue énormément. Le film semble plus générique, je devrais dire. Et moins patriotique parce que le patriotisme joue aussi dans l'énergie que dégage le film. Je pense que ça vient aussi d'une fâcheuse tendance au film à faire fi de la question suivante, c'est-à-dire la vraie montée en tension. La montée en tension n'arrête pas d'être court-circuitée par des moments d'humour. Parce qu'on passe d'une situation à une autre, d'un lieu à un autre, avec des ambiances qui sont très différentes, alors que dans le premier, on était plutôt placé systématiquement à un endroit précis quand il y avait une scène d'action. Je veux dire, quand on a Steven Hiller et Jimmy qui sont à la tête des Black Knight, on reste sur le lieu avec le centre de commandement à côté. On était vraiment lié à cette menace, alors que dans ce film-là, par exemple dans l'assaut final, eh bien on a des choses qui se passent à l'extérieur, le centre de commandement, et en même temps une petite scène à l'intérieur avec des personnages un peu gaguesques. Et ça vient casser vraiment la montée en tension et du coup, comme je vous le disais, l'énergie qui se dégage. L'humour ne véhicule pas forcément d'énergie, ou alors c'est lié vraiment à l'action, et là c'est plus des choses pour faire justement relativiser l'action, mais je trouve qu'il y en a trop et du coup l'action n'arrive pas à monter à un point qui est important. Il y a un moment où j'ai vraiment été pris, c'est quand, j'y reviendrai probablement, quand David téléphone à son père qui est devant le vaisseau alien qui s'approche. Là moi j'étais pris littéralement, parce que on les connaît tous les deux du premier film et même si le père il est un peu saoulant, t'as pas envie qu'il meure, le pauvre bougre. Il a survécu à la première invasion alien et le mec il est sur son bateau, mais il fait presque pitié, t'as pas envie qu'il meure. Et là tout d'un coup il y a une vraie panique de Jeff Goldblum pour son père et c'est palpable. Et t'as envie que le père il survive. Donc là ça prend. Et il y avait pas d'humour. Alors justement le père il est un peu je crois qu'il sort un truc, il dit à son fils « Oh mais tu sais fiston, le vaisseau il est plus grand que la dernière fois. » Et il y a Goldblum, il se dit « Ok, j'ai compris. » Puisque lui il venait de le dire sur la Lune quand il avait vu débarquer le grand vaisseau. Donc là, ça c'est de l'humour qui est pas mal, parce que ça répond directement à la réflexion que se faisait David, donc un lien, parce que c'est la famille, un lien entre les deux, et après Goldblum il panique, vite il faut que tu te barres tout de suite, et après la communication marche pas, et là tu te dis oh là là, il faut qu'il s'en sorte le père. Ça marche vachement bien, ce moment il marche vachement bien. Alors là c'est de la montée en tension, là il y a de l'énergie, mais il y a d'autres moments, c'est aberrant. Moi je vais vous citer clairement l'exemple. J'étais un peu vaseux, mais je vais le dire. Quand on a à la fin la reine alien qui se fait attaquer par les petits vaisseaux, on a en même temps à l'intérieur de la base 51 le professeur Okun, je crois, qui est le professeur du premier, là, qui se faisait étrangler par l'alien, qui fait des blagues, et on a une espèce de comptable avec le chef de guerre africain qui vient tuer des aliens, et le comptable, le comptable, quoi, mais j'en parlerai sûrement du comptable après, mais oh là là, et ça que de la blague, quoi, c'est que de la blague. Alors, soit on accepte la blague parce qu'on sait que c'est cartoon et cynique,
Ça passe correctement et on peut prendre du plaisir à le voir, mais si on n'est pas dans cette optique, on va trouver ça dégueulasse, saoulant et affreux pour le film. Voilà, donc après c'est un parti pris, c'est une attente aussi, il faut rediriger son attente. Tout cela amène aussi à une autre question, c'est la question du suspense qui est un petit peu malmené. Comme je vous disais, le suspense doit se construire, il ne doit pas être dédramatisé, ou alors c'est fait vraiment subtilement ici. Je sais pas, c'est peut-être que j'ai vu tellement de films, mais j'ai eu du mal à être pris vraiment dedans. Il y a un investissement émotionnel qui n'est pas là, hein, donc du coup, les personnages, on a du mal à s'y faire. Alors il y en a que ça va, hein, mais c'est le strict minimum, et d'autres tu veux juste qu'ils meurent. Hein. Cela entraîne un autre, c'est une réaction en chaîne. Hein. S'il y a un maillon qui ne fonctionne pas, le reste fonctionne un petit peu moins bien, et généralement le suspense ne marche pas. Est-ce que les personnages vont s'en sortir ? Ce sont des poncifs. Quand vous voyez la façon dont ils narrent les scènes, vous voyez dans les bandes annonces là, le vaisseau qui passe entre les ruines, vous savez très bien qu'il va survivre ce vaisseau. À un moment, c'est presque la condition du film qui vient faire presque défaut à la façon dont on narre la scène. On sait qu'on est à 40 minutes du film et qu'on va pas faire mourir David. Hein, et le personnage joué par Liam Hemsworth, je sais plus comment il s'appelle dans le film, mais on sait très bien, donc là c'est carrément le film qui vient court-circuiter sa propre scène. Donc ça c'est super délicat, ça c'est toujours très très délicat à un moment quand vous avez vu tellement de films, à un moment vous avez une situation, vous savez très bien que ça va se passer d'une certaine façon et en fait vous attendez que ça passe. Alors c'est là où le cinéma américain tente par un autre biais de nous faire vivre du suspense et de la sensation, c'est par les gros effets visuels et sonores, vraiment envoyer du lourd pour nous scotcher à notre siège parce qu'ils savent que dans la situation on connaît la résolution. Donc c'est très compliqué pour eux de se placer comme ça, le film n'a pas grand chose pour lui du coup, mais il reste quand même généreux. Généreux parce qu'il a trouvé une idée géniale, une idée vraiment, c'est la meilleure idée du film. C'est que le film catastrophe dans le premier film, devient ici un film international qui devient, vers la moitié du film, un film interstellaire. C'est-à-dire qu'on nous présente une nouvelle forme d'intelligence extraterrestre. Quand les gars ils disent « Ah, on a un nouveau système d'armement incroyable, super puissant, destructeur et tout ça », et après, quelques minutes après, « Ah tiens, il y a une porte spatiale qui s'ouvre » et on voit une espèce de grosse boule sortir. On dit « Voilà, ça c'est pas un vaisseau alien de ceux qu'on connaît. Hein. » Et on voit cette boule comme ça qui arrive et les mecs ils savent pas si c'est un allié ou un ennemi. Alors David il dit « Ouais, il faudrait essayer de communiquer, tout ça ». Et il y a les autres dirigeants de la planète qui disent « Bon, communiquez, on a vu ce que ça donnait la dernière fois. Hein. Allez, faites feu !» Alors t'as l'espèce d'arme lunaire qui tire, et le vaisseau qui s'écrase. Alors les mecs « Ouais, c'est bon, on les a battus !» Alors David, il est pas très content. Il va aller sur les décombres pour retirer une espèce de gros globe. Et après, il y a le vaisseau, le vrai vaisseau des aliens qui arrive. Et là, la base lunaire, elle se fait atomiser, mais en plus par un tout petit rayon du gros vaisseau. C'est super amusant. Enfin, c'est pas amusant quand les gens meurent, mais bon, quand même. Et en fait, ce globe que David a récupéré, c'est une forme d'intelligence extraterrestre. C'est une intelligence virtuelle, en fait. Les aliens étaient tellement évolués qu'ils se sont transformés en conscience virtuelle. Et ce globe est en train de nous narrer un truc incroyable, c'est que les aliens, et on nous l'avait déjà dit un petit peu dans le premier Independence Day, ces aliens-là, ceux qui attaquent la Terre, eh bien ils ont attaqué d'autres mondes avant. Des mondes qui, comme les humains, se sont rebellés et ont affronté les aliens pendant des années et des années, jusqu'à malheureusement perdre. Et cette intelligence extraterrestre, eh bien elle dit qu'elle a des technologies qui permettraient aux humains de se défendre et même d'attaquer les aliens sur leur propre sol. Ça c'est génial, un système qui apprend aux humains comment se défendre face aux aliens. Et le film s'étend presque à un space opéra à ce niveau-là. C'est-à-dire un voyage interstellaire avec des races d'aliens différents et c'est presque évoqué un troisième film où les humains iraient sur la planète des aliens pour les affronter. Et là, je trouve que c'est une vraie carte sur laquelle ils n'ont pas forcément joué parce que bien sûr, la bande-annonce, on ne va pas délivrer cette chose importante, mais c'est une carte qu'ils auraient pu développer davantage dans ce film parce que je trouve que c'est une vraie carte majeure du film. C'est de nous montrer qu'il y a autre chose que les humains
et ces aliens. Non, il y a d'autres choses qui ont gravité autour. Les aliens ont fait du mal à d'autres peuples. Des peuples qui vont aider les humains pour prendre aussi leur revanche sur ces fameux aliens qui ont détruit leur propre monde. Et ça, c'est une super idée. Et en termes de films généreux, il y a cette idée-là, mais il y a aussi, justement, une reine qui est récolteuse. Une version plus grande de l'armure que nous connaissons déjà, mais vraiment plus grande. Mais c'est vraiment, comme je vous disais, Godzilla. Ce qui me gêne avec cette reine, et ça avait déjà été dit dans une critique, c'est qu'elle survit à une bombe de fusion dans son vaisseau, c'est-à-dire qu'elle arrive avec son vaisseau pour attaquer la zone 51, parce que cette reine, elle sait très bien qu'il y a un globe dangereux, qui a des technologies qui permettraient aux humains de faire du mal à son peuple. Donc la reine, ce qu'elle se dit, c'est qu'il faut éliminer ce globe. Et donc elle arrive avec un petit vaisseau qui fait plusieurs kilomètres de diamètre, mais avec un petit vaisseau pour essayer d'attraper ce globe-là. Quand le vaisseau est détruit, on a vraiment l'impression que c'est presque une explosion nucléaire, le truc. Et elle sort comme si elle n'avait rien parce qu'elle a un bouclier. Voilà, alors bon, ce bouclier, il est bien endommagé, on a des vaisseaux alliés ainsi que des vaisseaux extraterrestres pilotés par des humains qui arrivent pour dégommer le reste du bouclier. Bon, très bien, elle commence à se faire un petit peu laminer, et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'il y avait un piège et que le globe qu'elle est en train de suivre, c'est pas vraiment le globe, mais c'est un leurre qui a été posé par David, et donc elle fait venir tous ses vaisseaux pour affronter la zone 51, là où il y avait encore le globe. Et là, tout d'un coup, les vaisseaux qui étaient en train de l'endommager, elle, la reine, ils sont pilotés par la pensée, on se demande comment, mais bon, c'est pas grave, par la pensée de la reine. Donc en gros, la reine pouvait piloter les vaisseaux aliens qui lui tiraient dessus avant, elle commençait à se faire dégommer tranquillement avant de se dire « Ah oui, c'est vrai, je peux contrôler mes propres vaisseaux par la pensée, j'avais oublié ça. » Ça, par exemple, je trouve que c'est con. Mais c'est aussi con de le noter que de le reprocher. Parce qu'on sait que dans ce genre de film, et même généralement dans les blockbusters, il y a toujours des couilles comme ça. Et en plus, ça vous bloquera pour après savourer le reste du spectacle. On paye une somme assez chère pour aller au cinéma, faut essayer de se calmer en termes de questionnement, parce que sinon après, on ne profite même plus du spectacle. Quant au manque d'inspiration soi-disant, là on a déjà eu quelques preuves d'inspiration, même si ce sont des inspirations d'autres films, des références. Bien sûr tous les films en ont, il s'agit quand même ici de reprendre l'aspect hybride d'Independence Day, l'original, et de l'essayer de l'emmener autre part. Je devrais même pas avoir à le dire, ça devrait même pas vous choquer, ça fait 15 ans qu'on le fait, si ce n'est plus. Et quand on parle d'inspiration, de science-fiction et tout ça, les mecs s'étonnent de voir des choses qui sont impossibles. C'est un peu le but de la science-fiction, je vous l'apprends pas. Je pense qu'à un moment, il faut arrêter de ressortir toujours un peu les mêmes critiques qu'on nous ressort presque à chaque fois qu'il y a un blockbuster de science-fiction. En fait, dès que Roland Emmerich sort un film, en gros c'est ça. Le film semble quand même bien marcher en apparence. Après, peut-être que l'impact du premier volet amène à des attentes démesurées. Pour une opportunité gâchée, oui, c'est sûr, si on attend le film vraiment comme un fou, on pourrait être déçu. Oui, ça c'est à peu près évident que ça va se passer comme ça. Mais ce film est plutôt un film de transition entre une ancienne et une jeune génération. L'attrait qui est le plus intéressant dans le film, c'est l'univers, qui est traité au détriment des personnages. Alors, personnages... Pour certains, on parlerait de stéréotypes et d'autres d'archétypes. Pour jouer sur les mots, oui, il y a un peu de ça. Qu'on vienne pas me sortir ça comme les points négatifs, c'est quand même une constante dans un certain type de blockbuster. C'est aussi une constante dans un type de film catastrophe. C'est le cas également ici, ça a été le cas dans 2012, ça a été le cas dans Le Jour d'après, ça a été le cas dans Independence Day, et les gens viennent encore faire chier à cause de ça. Oui, bien sûr, ce sont des clichés, oui, comme l'a été le premier. Ça fait partie du principe du genre du film et de la façon dont Roland Emmerich procède. Et c'est là précisément que ça devient intéressant. C'est quand je parlais de cynisme un petit peu avant, qui est encore évoqué, mais même pas évoqué, c'est le sujet du film presque, avec des dialogues parodiques, mais des trucs monumentaux, avec l'héroïsme qui n'existe plus, l'aspect patriotique qui est délaissé
le président est devenu un déchet qui a besoin d'une canne pour se tenir. Et tout d'un coup, quand il fait un discours patriotique, il laisse sa canne de côté, il commence à marcher comme un beau gosse et tout ça, il se rase, bien sûr fait un discours. Parce que c'est ça qui est complètement parodique et cynique, c'est que la présidente fait un speech de merde, et lui, il est dans un hangar, avec encore la tête toute barbue et tout ça, et il commence à faire un speech qui commence à rassembler les gens dans le hangar. Voilà, ça c'est Roland Emmerich, c'est du cynisme pur. Le président donc est devenu un déchet, donc ce qui était censé être le mec le plus important, et le docteur Okun, donc le mec qui se fait étrangler par l'alien dans le premier, il devient vachement important. Et je dis par important, il est pas important, mais il a une importance dans la durée d'apparition à l'écran, qui est très étrange. Il a droit à des gros plans et des trucs comme ça, tu te dis waouh. Le cynisme ultime du film, c'est le dernier plan, je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Le dernier plan, c'est-à-dire la dernière frame, on devrait dire, c'est avec cette valeur-là. Un cadre plat, avec vraiment un cadrage de merde, mais c'est ça, un cadrage de merde, où on a l'évocation du non-héroïsme. C'est-à-dire, on a cette intelligence artificielle là au second plan, et on a Okun au premier plan, qui est le personnage le moins charismatique de tout le film, et qui dit une espèce de punchline, ouais, allons fracasser des aliens, parce que on va utiliser la technologie qui va nous être enseignée par l'intelligence extraterrestre derrière. Donc il y a Okun qui dit, oh bon, on va casser des aliens, et là, ça fait un cut, et on a le crédit de fin. Voilà, alors là on se dit waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors justement, si on a assimilé ce cynisme à Emmerich en regardant le film, ça passe. Mais si on l'a pas assimilé, on devient frustré et on se dit que c'est de la merde. Mais non, c'est le but d'Emmerich de court-circuiter tout ce bazar. Il le disait en interview, il essaye de nous envoyer un message. Il disait qu'il s'amusait comme un gamin à pirater ses films. Mais c'est pas du piratage, hein, c'est de l'abordage, hein, complètement. C'est parfois un petit peu puéril, mais j'ai besoin de ça pour continuer à prendre plaisir à travailler sur des projets aussi gros. C'est ce qu'il disait. Vous pouvez pas nier que c'est là. C'est ça qui est énorme. Et quand voilà, on n'était pas sûr, enfin je voyais les commentaires sous la critique d'Independence Day, que les gens trouvaient que c'était un peu bizarre cette pirouette. Bon, déjà 2012 aurait dû nous mettre sur la voie, parce qu'il y a quand même des trucs un peu énormes. Mais là, Independence Day Résurgence, on est dans un cynisme incroyable, hein. Et c'est parodique, on a encore le chien à sauver. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, là, Emmerich se fout de la gueule même du public. Parce que autant dans le premier, c'était un chien qui est clairement un chien de famille, un bon gros toutou. Et là, c'est un espèce de petit cabot, vous savez, les petits chihuahuas là, qui est même pas lié à une famille. Et justement, il y a Jeff Goldblum qui fait une réflexion, il faut encore sauver ce chien. On a le chien sauvé, on a les enfants qui parcourent, ça c'est pas mal. Les enfants qui sont dans une voiture et qui parcourent un peu une ville détruite, mais où on a que des bâtiments détruits, on n'a pas un seul cadavre. Donc il y a un côté aussi, on détruit tout, mais en fait il y a aucune vie humaine qui est détruite. Bien sûr, il y a de la censure là-dedans, mais autrement on ne le montrerait pas dans ce cas-là. Et on a bien sûr le professeur Okun qui ressort du coma, mais presque par hasard, et qui a des blagues où il a pas de pantalon, donc il se gratte les fesses. Enfin, vous vous dites oh là 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 là. Et lui, c'est censé être un super scientifique, presque légal de David. Donc ça pose le malaise, parce qu'on voit que le film échappe de plus en plus à notre attente, en fait. C'est ça, il échappe à notre attente. Et de plus en plus, jusqu'à la fin où ça devient le souk. Et je vous ai pas encore parlé d'un gars qui est insupportable. Bon, déjà, il y a le copain de Liam Hemsworth qui veut se faire la chinoise. Alors là, ça ne va plus. Ce mec, il faut qu'il crève dans le troisième. Hein. Il faut absolument qu'il crève dans le troisième. Hein, parce qu'à chaque fois qu'il apparaissait, je vais dire « Crève ! Crève ! Pourquoi les aliens, ils lui tirent pas dessus ?» Le deuxième point, c'est un espèce de comptable qui vient avec David en Afrique. Et le mec, tout d'un coup, il se rend compte que son boulot d'administrateur, ça sert à rien, c'est de la merde, et il veut devenir un guerrier comme le warlord africain. Voilà, donc il commence à « Ouais, il faut que tu m'enseignes le maniement de la machette et tout ça. » Et le mec, il est pitoyable. Et à la fin, bien sûr, il arrive à tuer quelques aliens, et il y a le warlord à côté. « Oui, tu es devenu un vrai guerrier. » Et vraiment, là, je sais pas ce qu'il vous faut. C'est ça qui est énorme, c'est que le film nous prend pour des cons
mais on s'en doute un peu, et c'est quand même bien, c'est ça qui est énorme. C'est vraiment... Emmerich n'est pas débile, ça fait tellement longtemps qu'il fait des films, il connaît les poncifs, et il les fout dedans, directement. Alors je sais pas, il y a vraiment un truc qui est tellement lourdingue que, au vu de sa démarche, et au vu des films précédents aussi, c'est surtout ça qui met la puce à l'oreille, au vu des films précédents, il y a un truc qui se joue à ce niveau-là, parce que c'est pas possible. On sait qu'on va voir ce genre de choses dans les films. Si vous voulez pas avoir ce genre de poncif, il faut pas aller voir ces films, quoi. Moi, j'avais envie de le voir. Après, j'étais surpris, mais je m'étais préparé aussi à voir ça. Et je l'ai pas refusé. Et finalement, ça m'a plus servi qu'autre chose. Nous allons enfin un peu parler des personnages. Rapidement, ce n'est pas le cœur du film et ce n'est certainement pas son point fort. C'est une réunion d'ancienne et de nouvelle génération pour faire la transition, pour éventuellement un troisième film. On a bien sûr un quota entre quota de noirs, quota de juifs, quota de chinois. Parce que maintenant les chinois, ce sont quand même des centaines et des centaines de personnes qui sont susceptibles d'aller voir un film en salle, et il y a quelques films qui ont été sauvés par le public chinois. Je vous rappelle, le Terminator Genesis a fait des gros scores en Chine, et Warcraft a été quasiment sauvé, il faut dire ce qui est, sauvé par la Chine. Alors grand absent de Independence Day Résurgence, Will Smith, mais quand on sait pourquoi il a été absent, on peut peut-être le comprendre, parce que ce n'est pas le scénario, c'est que le mec il demandait 50 millions pour jouer dans 2 films. Alors bon, 50 millions, c'est quand même un petit peu cher, hein. Faut pas déconner, hein. On dirait les salaires de Downey Jr. pour Disney, hein. Mais non seulement c'est cher, mais c'est pas possible parce qu'il était en train de faire Suicide Squad. Donc à un moment il fallait trancher, les mecs ils ont dit allez, on va te mettre en photo un ou 2 endroits dans le film et te dire que t'es mort dans un crash de prototype, et puis ça ira. Après on se plaint que les films coûtent cher, si les acteurs ils font leur petite diva aussi, les mecs ils gagnent tellement et ils veulent encore des sommes astronomiques, alors que je suis sûr que c'était pas un rôle très physique, hein. Je crois qu'il faut aussi dire les choses comme elles sont. Aucun acteur dans ce film a dû se forcer pour faire quoi que ce soit. Je veux dire en termes physiques. Il n'y a vraiment rien, il y a beaucoup de fond vert. Ça pose un problème parce que des fois, on a vraiment l'impression que c'est un jeu d'acteur sur du fond vert. Quand ils voient des choses, je n'ai pas l'impression qu'ils le vivent vraiment. À un moment, ils voient des choses incroyables qui sont censées se passer devant eux, une destruction de ville, et j'y crois pas. Quand Goldblum joue la surprise et l'effroi, et elle a juste la bouche bée. Je vais faire pipi dans ma culotte. Et il y a Liam Hemsworth qui est à côté. Ouais, moi aussi. C'est complètement con, mais c'est vrai. Voilà, il y a un jeu d'acteurs de fond vert qui ne fonctionne pas, je trouve. Dans un certain moment dans le film, ça fait mal. Alors on va tout de suite régler ce problème-là. Est-ce qu'il y a trop de personnages ? Il y en a autant que le premier. Voilà. Hein, vous comptez les personnages identifiables du premier, vous comptez ceux de celui-ci, c'est quasiment le même nombre. Peut-être un ou 2 personnages près. Donc les gens, oui, il y a trop de personnages, on comprend pas. Et les mecs qui sont habitués aux séries viennent faire ce genre de réflexion. Moi j'ai tout à fait suivi ce qui se passait, hein, et je ne suis pas particulièrement friand de films où il y a des tonnes et des tonnes de personnages. Et je peux vous en citer d'autres films, et des films bien plus anciens qui ont beaucoup de personnages, genre Un monde fou. Hein, je dis ça au hasard, c'est une comédie qui est très réussie, mais où il y a beaucoup de personnages. Mais bon, bref. Mais ouais, il y a beaucoup de films avec beaucoup de personnages. Celui-ci est totalement lisible. Les gens ont la flemme, les gens sont fragiles, et pourtant les gens regardent plein de films et plein de produits audiovisuels tels que les séries où il y a justement beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages, et les gens presque prennent ça tout d'un coup comme un défaut alors qu'ils sont habitués depuis tellement d'années à voir des intrigues qui sont lourdes. Ici, il n'y a aucun problème. Justement, c'est plutôt amusant de voir alors qui va mourir et qui va survivre. Non, mais c'est vrai, c'est plutôt stimulant d'avoir plein de personnages, de se dire mais comment ils vont se rencontrer, est-ce que tout le monde va se rencontrer à un lieu précis ou non, parce que le premier film c'était un petit peu ça au final. Alors oui, ils jouent comme des cochons, mais c'est un peu le principe de ce que fait Roland Emmerich, il joue des fonctions. Le souci, et c'est ce que reprochent les gens, c'est que oui, ils jouent comme des nuls et tout ça parce que on ressent trop leur fonction et n'évolue quasiment pas. Si elle évolue, elle est presque parodique. Je vous renvoie à ce comptable, cet administrateur qui est devenu un super guerrier. Et pour certains, ce sont des personnages qui sont très passifs. Ce sont des personnages de témoins qui sont témoins d'une catastrophe, comme le personnage de David est
un grand témoin dans le film. Il ne fait pas beaucoup de choses. Il prend des décisions, mais il ne les applique pas lui-même physiquement. C'est quelqu'un qui observe énormément, comme son père d'ailleurs. Son père arrive bien sûr par une action à s'échapper du tsunami provoqué par l'arrivée du vaisseau, mais il y a beaucoup de personnages dans ce film qui sont pas très actifs. Et le problème, c'est que les actifs, ce sont principalement les jeunes et les gens qu'on découvre dans ce nouveau film. Et ces gens-là ne sont pas très intéressants, donc leurs actions et finalement tout ce qui se passe dans le film, eh bien on a du mal parce que ce sont des gens qui ont eu du mal, parce qu'ils sont fonction, et donner de l'action à une fonction, c'est un petit peu dur. Alors que les gens qui sont déjà un peu plus ancrés dans l'esprit collectif, de David ou le président, bah, c'est pas eux qui vont faire forcément les grosses actions. Le Bill Pullman va faire une action à la fin, mais encore une fois, c'est presque une action gagasque, c'est une action de référence à ce que fait Russell Case dans le premier film. Mais Russell Case le fait avec beaucoup plus de classe. Là, c'est un peu what the fuck, il est Bill Pullman, le président, donc dans un avion. Il arrive dans un vaisseau alien, devant la reine des aliens, et il lui dit « Bon 4 juillet, salope !» ou un truc comme ça, et après il y a la bombe qui explose. Ouais, enfin là, on essaie vraiment de particulièrement insister sur l'effet années 90. Je crois qu'on peut pas le dire autrement. Goldblum dans le film, eh bien malheureusement... il sauve pas le film parce qu'il joue pas très bien. Par contre, il a quand même, c'est peut-être celui qui a le plus de charisme, c'est celui avec lequel on s'embarque le plus. C'est la voix de la raison, comme d'habitude, comme dans le premier. Il y a un moment touchant, comme je vous disais, où il téléphonait à son père. Et là, j'avais un petit pincement de cœur parce que tu sentais que les deux personnages, on les connaît dans le film, dans le premier film. Il y a eu beaucoup de scènes ensemble, donc là, même s'ils sont très éloignés, on sent qu'il y a une vraie relation parce que cette relation, on l'a vue pendant des années. À chaque fois qu'on se revoyait Independence Day. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois-ci, la relation est mise à mal parce qu'avant, le père, il était avec David, donc en quelque sorte, il ne craignait rien, mais là, ils sont séparés. Donc là, tout d'un coup, la violence de la menace peut vraiment mettre à mal la relation entre les deux, et du coup, le spectateur s'en fait. Ça fonctionne. Mais par contre, voilà, il faut créer ce dynamisme pour les autres personnages, notamment pour les jeunes, et ça, c'est pas gagné. Je trouve, par exemple, que la fille de Whitmore, donc la petite fille qu'on voyait dans le premier, qui a bien sûr grandi, elle a quelque chose, parce qu'on la lie bien sûr à l'ancienne figure, donc il y a plein, en plus c'est le love interest de Liam Hemsworth, et en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui travaille à la Maison Blanche, qui a arrêté d'être pilote, il y a plein de choses, voilà, là ça dynamise pas mal, mais il y en a d'autres, c'est rien, quoi, tu veux juste qu'il crève, tout simplement, et le président, voilà, une espèce de vieux glandu, là, sur le retour, mais c'est un peu ça. Quant au Dr. Okun, pour terminer avec ce mec, bon, vous voyez, j'en ai parlé pas mal de ce gars-là, mais c'est un petit peu, imaginez que c'est comme dans Taxi, et que le Dr. Okun, c'est un peu comme le personnage joué par Bernard Fercy dans Taxi. Eh bien, c'est complètement ça. Il devient important à l'écran, et tu sais pas pourquoi, mais en attendant, c'est comme ça. Comme si, littéralement, Emmerich sabotait son film. En tout cas, au niveau de la mise en scène, le film n'est pas saboté. Filmé en grande pompe, en 4 et 6K, donc c'est les grosses résolutions. Quand il y aura un Ultra HD, là vous pourrez l'acheter les yeux fermés parce que ce sera vraiment de la 4K. C'est un film qui a été photographié, qui est plutôt pétillant de couleurs, élégant, photographié par un homme que je ne connais pas du tout, Marcus Förderer, qui est un jeune directeur de la photo issu du circuit indépendant, une carrière très récente, un choix surprenant pour un blockbuster. C'est vraiment ce qu'on appelle un jeune. Et voilà, le mec balancé sur Independence Day. Je pense que ce sera pas sa meilleure expérience pour la qualité du film, mais je pense que ça a été une expérience formidable parce que les images sont quand même pas mal. Être tout d'un coup balancé d'un circuit indépendant sur un gros blockbuster où il faut faire des super belles images, et sûrement aussi être là quand on fait des effets spéciaux pour créer justement des diaporamas d'images de synthèse qui sont aussi élégantes. Eh bien, il a dû être là aussi. Je pense que c'était une formidable expérience pour lui. En tout cas, au vu du travail, je lui souhaite d'avoir une belle carrière, de trouver aussi des films
qui auront aussi plus de succès public et critique, parce que ça joue aussi dans la carrière, même si le mec il fait un boulot superbe, je suis sûr que le mec il pourra trouver des choses intéressantes par la suite. On a eu aussi le travail d'un monteur, Adam Wolf, qui est un monteur télé, une grosse carrière en télé. Il a monté White House Down de Emmerich. On peut pas reprocher que le montage est trop serré. Le montage est comme les films précédents d'Emmerich, ça se regarde bien. Il y a encore une fois, comme je le disais, un petit problème de liant par moment entre les premières scènes où on expose tous les personnages. Encore une fois, une narration compliquée, une narration qui a de l'ambition. Les gens qui disent c'est incohérent, des millions de choses se passent en même temps. Non, c'est assez lisible. Il y a juste des fois des moments où tu te dis qu'il aurait peut-être fallu continuer dans la même scène plutôt que de nous renvoyer à un autre endroit, mais ça m'est arrivé 1 ou 2 fois et autrement j'ai bien suivi le film, c'est pas un souci. Après je suis pas gage de qualité, mais je n'ai pas ressenti des problèmes de montage importants, dans l'affaire d'un rythme où il fallait rester dans une scène. À un moment je me suis senti... comment dire, voilà, c'est vraiment avoir le souffle coupé parce que je voulais encore être dans la scène. Et tout d'un coup, tu dis, qu'est-ce qui se passe ? On passe à une autre scène. J'aurais juste voulu être un tout petit peu plus dans cette scène-là. Autrement, ça se narre bien, mais là, à ce niveau-là, s'il y a un problème, c'est dans le découpage, le choix des cadrages de plans. Alors, à un moment, le mec, il faut qu'il essaye de faire avec ce qu'il a, puisque des fois, bien sûr, il faut jongler entre les échelles gigantesques que nous présente Emmerich et des fois des gros plans. Et des fois passer d'un énorme plan d'ensemble général, tout ce que vous voulez, un plan rapproché, c'est un peu hardcore, donc ça peut éventuellement bloquer certaines personnes, mais en ce qui me concerne, non, ça m'a pas bloqué. Ce qu'on peut reprocher aussi, bien sûr, c'est l'apocalypse numérique, la destruction totale de beaucoup de villes. Alors au départ, ce qui est amusant, c'est que Dubaï devait tomber sur Paris, mais avec les incidents en novembre à Paris, eh bien il y a eu des changements. Ils ont fait tomber la tour de Dubaï sur Londres. Emmerich disait que les Anglais pouvaient l'encaisser. Je crois que ça a été le cas. Ils se sont barrés de l'Europe, ça veut tout dire. Non, la destruction est un peu courte, je trouve. Elle se presse beaucoup, comme les aliens se pressent pour attaquer la Terre. Elle n'est pas illisible, loin de là, mais on la souhaiterait plus longue. Je crois que c'est ça. On la souhaiterait bien plus développée, vraiment sentir que tout est démoli autour de nous. C'est difficile de rendre cette scène d'action vivante en fait. C'est cool à imaginer je pense, mais c'est très difficile à rendre compte. Et surtout quand il commence à y avoir beaucoup de plans. Et c'est très aussi clinique quand les effets spéciaux sont à un tel point travaillés. Alors pourtant on a des morts d'hommes, on les voit à l'écran, mais je sais pas, c'est comme ce que je vous disais, quand les enfants arrivent en voiture et traversent une ville qui est complètement détruite, il n'y a pas de corps. Ça c'est un peu clinique quoi, c'est un petit peu dommage. C'est presque cartoon. Vous pouvez voir ce film comme un cartoon, parce que quand il y a le père qui essaye de s'échapper de cette vague qui s'approche de lui, et là on est complètement dans du cartoon, où on a un gros bateau qui arrive près du petit bateau du père, et on a des caisses qui tombent juste à côté du père, et lui il essaye de sauver en utilisant la vague. Enfin là c'est vraiment du cartoon. Et après on le retrouve, les enfants qui traversent la ville en décombre, et ils trouvent le père complètement haga sur le bateau, et après il se fait réveiller par un petit clébard. Enfin bon, bref, vous voyez, c'est super cartoon. Et il y a un moment encore, je vais parler de ça parce qu'il fallait absolument que j'en parle et je l'ai oublié. Je parlais de suspense avant et d'énergie. Eh bien, le gros problème de ce film, le point fort, c'est qu'il veut nous instaurer un compte à rebours, puisque les aliens ne sont pas juste là pour détruire la Terre, ils veulent retirer le cœur de la Terre, le noyau, le corps. Eh bien, ils vont le faire avec une espèce d'outil laser. Et ils vont commencer à creuser la Terre. Tout ça, ça amène un compte à rebours. Un compte à rebours qui nous est donné par une bande de ploucs dans un bateau qui se trouve près de l'endroit où ça commence à creuser. Et donc eux ils sont en train de lire un schéma qui est censé nous indiquer combien de temps on a pour sauver la planète. Le problème c'est que déjà eux ils sont très très loin de la narration principale du film, ils sont au beau milieu de l'océan. Deuxièmement, le schéma qui est censé nous provoquer la panique, eh bien il bug parce qu'à un moment les mecs ils se disent « Oh, on n'a plus 7 heures, on n'a plus qu'1 heure ». Alors comment veux-tu croire au compte à rebours ? Et troisièmement, c'est un schéma. Emmerich ne peut pas jouer avec ça au montage. Quand il commence à avoir plus beaucoup de temps, quelques minutes pour réussir, tu peux pas jouer avec ça au montage. C'est déjà la narration est trop lointaine, elle est trop dispersée par rapport à l'action principale, tu peux pas jouer avec ça au montage pour justement créer, attention,
t'as plus que 60 secondes. Voilà, tu peux pas. Alors ce que les mecs qui font, ils te le rappellent au centre de commandement, mais ça prend pas. Alors que, je vous rappelle, une situation qui était énorme, et là on voit bien que Michael Bay c'est un mec qui sait mieux mettre en scène ce genre de situation qu'Emmerich. Michael Bay, dans Armageddon, on avait à la NASA un énorme écran où tu avais le minutage et tout ça. Alors, à un moment il jouait avec ça, justement il faisait arrêter, après ça recommençait, et tu as quand on a Bruce Willis qui décide de se sacrifier pour faire exploser le caillou, eh bien on a commencé à avoir une montage alternée avec la grosse musique, et on a régulièrement ce compte à rebours qui commence à s'afficher. On n'a plus que 15 secondes, 10 secondes, 7 secondes, 3 secondes, avec le mec de la NASA là qui était aux commandes qui dit « Allez Stamper, appuyez sur le bouton !» Mais voilà, ça marchait tellement. Et je l'avais vu au cinéma, Armageddon. Alors là, on était à fond parce que Michael Bay avait créé la situation du compte à rebours à l'intérieur de la NASA, du centre de commandement. Donc là, tu n'avais pas besoin encore d'aller à un autre endroit pour amener ce compte à rebours. Donc là, ce sont des enjeux de situation et de montage. Emmerich l'a court-circuité. Alors je pense que ça aurait été dans l'intérêt d'Emmerich pour nous faire monter la sauce, mais je pense pas qu'il ait voulu pirater son film à ce point-là. Donc là c'est plus une faute de scénario pour moi. Si je compare ces deux situations entre Armageddon et Independence Day, c'est dans l'idée de compte à rebours, de nous créer une situation d'urgence. Là elle est ratée, je trouve, elle est vraiment ratée. Pour continuer sur les effets spéciaux, c'est quand même assez réussi. On a la Weta et Digital Domain qui sont des grosses boîtes d'effets spéciaux qui s'occupent principalement du film, c'est quand même assez lourd. Ne parlez pas de vomi de CGI, ça fait tellement longtemps qu'on en a et qui sont généralement quand même de bonne qualité, donc c'est un peu ridicule de revenir avec ces idées-là. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont déjà obsolètes dans leur attente et dans leur plaisir de spectateur. Concernant les blockbusters américains, parce que bien sûr on peut prendre ce genre de film en grippe et peut-être être plus enclin à chercher des petits films à côté. Mais quand on va avoir un blockbuster, à un moment, il faut pas se voiler la face. Est-ce qu'on est prêt à accepter du CGI ou non ? Alors moi, j'accepte encore pas mal. Après, ça ne m'empêche pas des fois de voir des choses qui me plaisent pas. Je trouve que par exemple, la surface du vaisseau, du petit vaisseau de la Reine, quand le vaisseau commence à sortir de l'immense vaisseau qui est sur la Terre et aller justement vers la zone 51, je trouve qu'il y avait des textures de surface du vaisseau qui était assez horrible, assez moche. Ça va vieillir. Mais même le film en général va vieillir. Tous les films avec des effets spéciaux par ordinateur vont vieillir. Et même ceux qui essayent de mixer les deux, ça va vieillir tout ce bazar. Le truc, c'est que ça doit essayer de vieillir le moins possible ou rester le plus longtemps possible au top. C'est pour ça que les films coûtent si cher. Mais quand vous voyez qu'il y a des fois des films de 2012-2013, on les voit, c'est déjà affreux. Là, c'est sûr, je pense Independence Day fera partie aussi de ces films-là. Il y a quelques plans qui auront encore de la gueule, mais tout ça va tomber. De même qu'Independence Day, l'original, on voit des trucs, c'est dégueulasse. Il y a quelques plans qui sont encore beaux, mais après il faut les voir en bonne qualité. Mais il y a d'autres plans qui sont dégueulasses, des incrustations qui sont affreuses. Mais on a un gros travail quand même, on a un gros travail de son également pour nous rendre compte de l'action, de tous les petits bruits de laser, la tôle, les espèces de bruits de fond quand on est dans le vaisseau. Il y a tout un travail sonore qui est toujours impressionnant pour les blockbusters. On n'en parle pas souvent, mais même si je dis rien d'intéressant, j'ai quand même envie de le mentionner parce que quand même les sound designers, on n'en a pas vraiment en France, c'est pas vraiment un métier qui est propre, c'est plus quelqu'un qui crée du bruit au passage, mais le sound designer, celui qui va créer des sons de toutes pièces via un ordinateur, ça on n'en a pas vraiment en France régulièrement, alors qu'aux États-Unis c'est des fois tout un département carrément. Que dire maintenant en restant dans le son de la musique? Ce n'est pas une musique de David Arnold, c'est une musique de Harald Klauser qui a travaillé avec Emmerich sur ses derniers films. La musique est très fonctionnello-narrative, elle a rien pour elle, mis à part le tout début du film, il y a une espèce de délire où on part dans l'espace comme ça, avec le discours du président, et tout d'un coup on arrive sur une planète, et la caméra commence à monter, et on voit un énorme vaisseau, et là la musique elle est magnifique. Ça il faut que vous écoutiez la track sur YouTube, elle est vachement bien. Mais autrement, il y a un léger thème un peu militaire, patriotique, mais on n'a aucun thème principal du précédent.
ça donne une composition un petit peu classique, qui n'a pas grand-chose pour elle, qui est un petit peu décevante, je trouve. Pour conclure, parce que je crois que ça fait assez longtemps que je suis en train de déblatérer des conneries sur ce film. Non, mais bon, c'est un peu compliqué quand même de parler de ce film parce que il est pas nécessaire, il est peut-être pas assez satisfaisant, mais il accomplit quand même son taf. Donc c'est un peu compliqué, et surtout si on le prend en grippe parce qu'il y a plein de trucs pseudo-débiles, bah oui, là on peut se bloquer. Alors moi, j'ai quand même été un petit peu libéré de tout ça parce que j'avais fait la démarche de me questionner par rapport au précédent, mais si on l'a pas fait, ça peut poser des problèmes, hein. C'est moins détonnant, c'est moins frais que l'a été le premier. Alors il y a une critique américaine qui disait « manque d'émotion pour supporter cette narration de fin du monde ». Oui, il y a de ça. C'est dans cette grande tristesse, hein, non mais je vais lui mettre un 12 sur 20, hein. C'est pas mirobolant, hein, comme film, hein. Il est oubliable, hein. On voudrait ne pas oublier un film comme ça, mais il est oubliable. Il y a quelques points qui sont vraiment bons et qui vont peut-être avoir leur confirmation dans un troisième volet, mais il faudra vraiment qu'il envoie du lourd, le troisième volet, et pas du lourd en termes d'action, effets spéciaux. Il faut vraiment que ça soit bien structuré, le truc, que ça nous donne envie. Un space opéra avec les humains qui attaquent des aliens, ce serait peut-être la première fois qu'on verra ça dans l'histoire de la science-fiction au cinéma. Des humains qui prennent des armes et c'est eux qui vont faire l'invasion. C'est énorme. J'ai vu ça dans quoi ? Dans Starship Troopers. Allez, et d'ailleurs un film qui n'a pas marché au passage, hein. Non, le film n'est pas moisi, hein. Il n'est pas moisi comme la plupart des critiques le disent. Moi j'avais vu là une critique de Nexus 6 sur le film. Bon, il aurait mieux fait de passer son temps à tirer sur les ennemis derrière lui qu'à déblatérer aussi des conneries à chaud, encore une fois, à chaud sur le film. Justement, j'ai pris un peu de temps pour vous sortir la critique parce que justement je voulais pas la faire à chaud, parce que j'aurais peut-être pas été à même à développer des propos, par exemple sur le suspense, tout ça, ça me serait pas peut-être venu tout de suite. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si je dois vous conseiller. Généralement, faut éviter de conseiller parce qu'après, ça donne des gens qui ont leur cinéphilie calquée sur la personne qu'ils suivent. Ça, c'est jamais très bon. Après, c'est une suite qui permet de réévaluer le potentiel du premier film. Donc ça, c'est toujours du bonus, hein. Mais non, il est sympathique. C'est un blockbuster bien sympathique. Mais après, c'est pas un blockbuster qui se la prend super sérieux, hein. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à poster des commentaires pour dire si vous avez apprécié, si vous avez pu, accepter certaines idées d'Emmerich, certaines scènes aussi, certains dialogues qui sont a priori, d'apparence un petit peu gênant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Ça me fait super plaisir. Je vous donne, dans ce cas-là, rendez-vous dans un petit moment, puisque je vais ne pas sortir une vidéo la semaine prochaine. Je vais attendre la sortie de Suicide Squad pour sortir une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Voilà, c'est aussi ma façon de prendre du repos et d'aussi commencer à fournir un petit peu moins de vidéos, parce que ça fait je sais pas combien de temps que je me dis qu'il faut que je fasse moins de vidéos, mais je fais toujours une vidéo par semaine. Donc à un moment, il faut juste redescendre un petit peu le rythme. J'espère que ça vous plaira, les prochains contenus de la chaîne. Je vous remercie beaucoup de votre soutien et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!